Nous sommes sur Radio Classique avec Elisabeth Guigou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne. Elisabeth Guigou, donc le Parti Socialiste lance sa campagne des régionales. D'abord, est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous la sentez, cette campagne des régionales, pour le PS qui détient 20 des 22 régions? Ça commence, oui, c'est vrai, parce que d'abord, nous avons, je pense, un bon bilan. Vous me direz, on ne gagne pas des élections seulement sur un bilan, mais enfin, malgré tout, ça compte, parce que d'abord, les régions ont été les premiers investisseurs sur le plan de relance, près de 55 milliards d'euros injectés dans l'économie, alors que l'État a fait même pas la moitié. C'est pas rien, et on a fait beaucoup de choses pour l'emploi d'abord, pour la formation des jeunes, pour les transports, les trains des régions. C'était quelque chose d'immonde il y a quelques années seulement. La SNCF dit que les transports régionaux n'auraient pas survécu si les régions ne les avaient pas financés. Donc la décentralisation voulue au départ par Gaston Defferre a réussi. La décentralisation, qui a été très combattue par la droite au départ, ça marche parce que on voit les lycées maintenant, on voit les transports, on voit la formation des jeunes, on voit les nouvelles technologies. Tout ça, ce sont les régions qui l'ont fait. Alors, évidemment, d'une part, nous avons ça à montrer. D'autre part, on va faire encore beaucoup plus, justement pour que les jeunes, vous savez, aient une autonomie de vie. Donc ça, les régions peuvent faire beaucoup, elles ont déjà fait. Moi, je vois par exemple en Île-de-France, si vous voulez, vous avez, pour les jeunes qui ont besoin d'un permis de conduire parce que ils ont besoin de ça pour une embauche, voilà, les est-ce que vous considérez vont être là. Donc si vous voulez, c'est essentiel et fondamental. Et que trouve à faire le gouvernement et M. Sarkozy? Eh bien, c'est de la réforme des collectivités territoriales. Oui, mais la réforme, on est pour les réformes, parce que, évidemment... mais est-ce que vous considérez que c'est une volonté de reprise en main politique des régions qui, pour l'instant, appartiennent à la gauche? Je pense est-ce que c'est une réforme ou est-ce que c'est une attaque politique? Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et je pense qu'il y a... De ça quoi? De l'attaque politique? Je pense qu'il y a de la manipulation électorale. D'ailleurs, le Conseil d'État l'a dit. Les fameux conseillers territoriaux qui vont remplacer les conseillers régionaux d'une part et les conseillers généraux des départements d'autre part. Ça va considérablement affaiblir les régions. Pourquoi? On revient au système d'avant 1985. C'est très régressif, cette réforme. Parce que on va priver les régions de leurs élus propres. Et quand une collectivité, la décentralisation, c'est ça, c'est une collectivité, ses élus. Quand une collectivité n'a pas ses élus propres, eh bien l'esprit régional. Mais eux disent rationalisation, économie. Mais des économies, il n'y en aura pas. Je vais vous donner alignement sur une logique européenne. On a des petites régions françaises qui n'ont aucun sens au niveau de l'Europe. Il y a des régions allemandes et espagnoles qui sont plus petites que les régions françaises. Le Luxembourg, 400 000 habitants, 3 fois plus petit que le département de la Seine-Saint-Denis. Donc faut arrêter avec ça. C'est du schématisme intellectuel. D'autre part, des économies, rien. Les conseillers territoriaux, qui vont remplacer les deux autres, ils vont être beaucoup plus nombreux que les conseillers régionaux actuels. Il va falloir construire de nouveaux hémicycles pour les faire siéger. Vous vous rendez compte? Ils vont être beaucoup plus nombreux à siéger dans la région que les conseillers régionaux actuels. Dans les économies, rien du tout. Avant-dernière question est importante. Est-ce que vous comprenez que Bercy, justement, utilise des informateurs, le fameux informateur de HSBC, l'homme de 37 ans, pour récupérer les évadés fiscaux? Alors là, il y a une divergence considérable sur les chiffres. Certains disent 10, d'autres plusieurs milliers. On en aurait localisé 5 à 600 du côté de Nice. Le procureur Montgolfier s'intéresserait à leur cas. Est-ce que c'est normal d'utiliser les informateurs? Ah oui. À partir du moment où vous avez des gens qui violent la loi et les règles communes, je trouve que les informations doivent être rassemblées par les représentants de la loi. Vous savez, il y a un déséquilibre quand même flagrant. Donc si les banquiers balancent, il faut que Bercy utilise des balances. Des balances, j'en sais rien, vous les qualifiez comme ça. Si les banquiers, enfin, sont en train de se rendre compte qu'ils n'ont peut-être pas intérêt à encourager non plus les violations de la loi française. Et je trouve ça très bien. Moi, je vais vous dire. Donc de ce point de vue-là, vous ne critiquez pas Éric Woerth. Il a raison. Ah non, mais moi, quand il parle d'une source. Vous savez, je fais pas de critique systématique. Je peux être. Ce projet sur la réforme territoriale, c'est terrible. Alors, évidemment, après, la question est de savoir comment on se procure ces sources. Ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Il dit qu'il n'a pas été payé, que cet homme n'a pas été payé. Alors voilà. Là, on entre aussi dans. Mais
à partir du moment où ce sont des informations qui sont apportées à l'autorité publique, moi je ne comprends pas d'ailleurs comment il peut y avoir de secret bancaire vis-à-vis des autorités publiques. Qui a un secret bancaire vis-à-vis du concurrent, qu'on se protège, on n'a pas envie que vous alliez fouiller dans nos feuilles d'impôt, que n'importe qui puisse... Bon, très bien. Mais vis-à-vis des autorités publiques, c'est-à-dire de l'autorité fiscale et des magistrats, je ne comprends pas qu'on puisse maintenir le secret et l'opacité.